Nous n'en sommes qu'aux prémices, mais les IA arrivent, elles viennent prendre nos jobs. Et même si leur impact est encore très incertain, on ne peut pas écarter la possibilité de perte massive d'emplois, auquel cas, le système capitaliste va se retrouver devant un gros problème. À quoi bon fabriquer des objets ou rendre des services si en face, les gens n'ont plus d'emploi et n'ont plus les moyens de se les payer? Donc ok, en ce moment, l'actualité est accaparée par les sujets, l'euthanasie, l'immigration, l'insécurité, la réforme des retraites, la guerre en Ukraine et que sais-je encore. Tous ces problèmes sont certes importants, mais ne sont, de mon point de vue, que des problèmes de société. Là, nous sommes face à un problème de civilisation. Ce que je vous propose dans cette vidéo, et probablement d'autres à venir, c'est de commencer à penser et à agir par rapport à cette problématique. Et donc évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par la fin. Ça fait un bon moment que je réfléchis à cette question et que je la défriche à l'aide des outils de la souveraineté. Et il y a plusieurs concepts et analogies historiques qui sont très intéressantes pour comprendre et analyser la situation. De même qu'il y a des actions à entreprendre déjà au niveau individuel. Mais au bout du compte, une fois que les taux de chômage auront augmenté de manière irréversible et que la détresse sociale sera devenue insoutenable, très probablement nous sera proposée la solution du revenu universel, dans lequel personnellement je vois un piège, du moins pour ceux qui veulent rester souverains. C'est le sujet de cette vidéo. Bien, reprenons. On commence à voir passer des articles de presse de ce type-là. Je ne sais pas s'il y en a dans la presse française, mais en tout cas dans la presse anglaise. Donc Reuters, une société chèque, je ne connais pas, va virer presque un quart de ses salariés à cause de l'IA. On a ici le PDG de Goldman Sachs qui explique que une IA peut faire un brouillon à 95%, si je comprends bien, d'un S1 Hippo. Alors je crois que c'est une entrée en bourse, mais bon, peu importe. En quelques minutes, alors que ça prendrait plusieurs semaines à une équipe de 6 personnes de le faire. Donc effectivement, il reste les 5% à confier aux humains, mais il n'empêche que dans ce domaine et dans bien d'autres, on commence à voir l'impact des IA. Et il s'annonce massif. Alors je précise qu'il y a énormément d'incertitudes sur tout ça. Par exemple, ici, le Financial Times nous révèle que 80% des projets autour des IA dans l'industrie n'aboutissent pas. Mais il n'empêche que aujourd'hui c'est 20%, demain ça sera peut-être 30%, puis 40%, on ne sait pas jusqu'où ça va aller tellement ça progresse vite. On a d'autres annonces du même type, Duolingo qui a annoncé vouloir utiliser massivement les IA, bon qui s'est pris une volée de bois vert en retour de la part des réseaux sociaux. Et on commence à voir toutes sortes de sociétés qui fleurissent. Finalement, toute cette industrie est très jeune, pour proposer toutes sortes de projets, que ce soit pour remplacer des cols blancs ou des cols bleus. Ici, en Allemagne, voici un nouveau robot de compagnie qui est annoncé et on voit une famille qui vit sa vie, alors qui fout le bordel dans la maison parce que ils sont pressés voilà, d'aller d'aller faire leurs affaires, etc. Donc tout est en bordel. Et ensuite, bon, je passe à la mise en scène de la vidéo. On voit une ombre qui vient en fait tout ranger, tout nettoyer dans la maison. Et la pub nous révèle, voilà, ce que c'est. Un robot ménager d'un nouveau type. Alors, je ne sais pas combien il vaut, je ne sais pas ce dont il est capable. Est-ce qu'il vaudra moins cher qu'une femme de ménage? Je ne sais pas. Mais ils arrivent de partout. Il y a des robots spécialisés dans le récurage de toilettes, par exemple, qui commencent à faire leur apparition. Et d'ailleurs, je vous conseille vivement d'aller regarder la vidéo de l'ami Geek Concept sur la robotique. Il a fait une excellente vidéo où il montre, sans exagération, ce qui est en train de se passer dans ce domaine-là. Et ça pourrait aller très vite parce que l'objectif, c'est de fabriquer des robots qui sont capables de faire toutes sortes de tâches. Et ça signifie des robots qui seront capables de travailler dans les usines qui fabriqueront les robots. Donc à partir d'un moment, si vous voulez, où ça va arriver à maturité, cette histoire, ça pourrait aller très vite. Certains vous diront que, oui, bon, ce n'est pas la première révolution industrielle. On connaît ça, ce sont, par exemple ici, ça s'appelle les cycles de Kondratiev, qui sont des cycles de destruction créatrice schumpeterienne. Donc, je vous disais, il y a des concepts à connaître pour penser cette période. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce serait un petit peu long et fastidieux, mais ce qu'il faut retenir, c'est que, par exemple, ici, la troisième vague qui a vu l'apparition de l'électricité dans les maisons, ça a donné lieu à des bouleversements de la société.
qui porte un nom dans nos livres d'histoire, hein. Ça s'appelle les années folles, dans les années 1920, 1930. Parce que oui, pour nous, l'électricité, c'est une commodité, tout le monde y est habitué maintenant, ça coûte presque plus rien. Mais quand c'est arrivé dans la société, c'était une véritable révolution. Aujourd'hui, nous vivons une autre révolution technologique. Et comme vous pouvez le constater, il semblerait que les cycles soient de plus en plus courts. Donc le temps que les générations précédentes ont eu pour s'adapter, nous risquons de ne pas l'avoir. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, même si ici c'est schématique, mais je pense que c'est réel, il y a une accélération des effets. Et là, ce que tout le monde ignore actuellement, c'est cette fameuse révolution des IA. Est-ce que ça va faire ça parce que ça va faire pchit, que finalement ça va être un pétard mouillé? Est-ce que ça va faire une révolution plus importante que les précédentes? Ou est-ce que ça va faire carrément un truc d'une ampleur jamais vue? Personne ne sait, je ne sais pas plus que les autres. On va le découvrir au fur et à mesure, mais j'insiste, dans cette zone d'incertitude dans laquelle nous arrivons, il est possible qu'il y ait des effets massifs. Et la probabilité que les effets soient faibles est elle-même assez faible, je pense. Donc il faut se préparer à cette possibilité. C'est déjà en train d'arriver dans certains secteurs. Et je précise une chose, au passage, quand je dis les IA viennent prendre nos jobs, c'est pas exactement ça. Pour penser correctement la question, il faut se dire qu'elles prennent des tâches et pas des emplois. Les emplois, en général, sont toutes sortes de tâches. Et là, en fait, chaque mot va être important. Par exemple, quand on dit les IA sont meilleurs en compassion que les humains, ce qui est vrai. Mais les IA ne ressentent pas de compassion. Nous percevons de la compassion. Nous constatons de la compassion. Mais les IA n'ont pas de compassion. Et tout ça, tout ce que je dis, ce n'est pas que de la branlette intellectuelle. C'est pour faire des choix avisés. On va y revenir. Le fait de perdre son emploi, en un sens, est une conséquence brutale, dramatique et évidente. Mais il y a déjà d'autres effets qui sont plus pernicieux, qui existent aussi. Donc on va avoir toute une catégorie d'effets, mais je vais vous en décrire un pour vous montrer qu'il y a toutes sortes de nuances importantes à avoir en tête, mais à la fin, je vais quand même me concentrer sur la perte d'emploi parce que ça va être un petit peu le marqueur de l'époque. Donc là, dans cet article, il est décrit une nouvelle tendance qui vise à uberifier le métier des nurses, des nounous, si je dis pas de bêtises. Donc elles passent de plus en plus à travers une application qui les met en relation avec leurs clients. Et c'est assez vicieux comme système apparemment, puisqu'elles doivent accepter de prendre le job sans savoir à l'avance combien elles vont être payées, d'une part. D'autre part, l'enquête a révélé que la société qui proposait cette application, en fait, récoltait des données financières sur les nurses. Donc en gros, il va demander à Google ou je ne sais qui des données sur la personne. Et le prix, la rémunération, pardon, est adapté. C'est quand même assez dégueulasse. Non pas en fonction de la compétence de la personne, mais en fonction de sa note de crédit. C'est-à-dire que les personnes qui sont en difficulté financière, parce qu'elles sont endettées, eh bien, elles se voient proposer des tarifs moindres. Ah oui, alors les nurses, c'est aussi pour s'occuper des vieilles personnes. Donc elles se voient proposer des tarifs moindres parce qu'ils savent qu'elles n'ont pas le choix que d'accepter. Et ça, ce genre de système, certes, ce ne sont pas vraiment des IA, des LLM, mais ce sont des systèmes digitaux informatiques du même genre. Et on trouvera bien des applications pour les IA de ce type-là. Et d'ailleurs, il y en a déjà, des applications détournées. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais ça montre qu'il y a un rapport de force sociale. C'est pas nouveau, hein, ce que je dis, on est d'accord, mais que les IA, les outils digitaux en général, modifient ce rapport de force. Et que là, avec les IA qui prennent les boulots, on arrive un peu à un extrême. Ce que je disais en préambule, c'est que non seulement vous perdez votre job, vous n'avez pas de moyen de le récupérer parce que votre secteur tout entier va être remplacé très rapidement par des IA qui sont déployées de manière quasi instantanée à l'échelle de la planète, d'une part, et d'autre part, il va y avoir beaucoup de jobs qui seront remplacés, et en plus, il y a un risque que les IA apprennent plus vite que vous les nouveaux jobs qui pourraient apparaître. Bon, je ne dis pas qu'il n'y aura pas création de nouvelles formes d'emploi. C'est un autre sujet. Toujours est-il que l'IA devient une sorte d'arme cognitive, ou d'arme économique, si vous voulez, et le système capitaliste ayant une petite tendance à favoriser la concentration des richesses, on risque de se retrouver avec deux catégories de personnes. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Donc le monde risque de se diviser en deux catégories, ceux qui ont les IA et ceux qui triment.
Sauf que, cette fois-ci, ceux qui creusent ne vont pas être des humains, mais des robots. Et les humains qui creusaient avant, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, j'évacue d'emblée les scénarios du type on réduit la population humaine à, je sais pas, 100 000 capitalistes finales qui vont réussir à survivre à la grande purge. Bon, oui, on peut tout imaginer, je vais pas dire que c'est impossible, mais par contre, ça me semble pas du tout le scénario le plus probable. Donc pour moi, on va se diriger vers une lutte sociale, et la proposition qui va être faite, qui commence déjà à être faite, hein, qu'on entend un peu partout, hein, qui est réfléchie par Sam Altman, notamment, et donc pour moi, déjà, rien que ça, c'est un gros voyant rouge, mais par beaucoup d'autres personnes aussi. Hein. Et en ce qui me concerne, ça me pose un problème de principe. Puisque je recherche la souveraineté, je ne veux pas qu'on me donne du poisson, je veux qu'on m'apprenne à pêcher. Ou qu'on me donne une canne à pêche et qu'on m'apprenne à pêcher. Ou mieux encore, qu'on m'apprenne à fabriquer une canne à pêche, à pêcher et à préparer le poisson. Bon, vous voyez où je veux en venir? Le revenu universel calmera peut-être les gens, je ne sais pas, peut-être que ça sera proposé et accepté. Pour l'instant, les expérimentations qui ont été faites avec ne sont pas si folichonnes que ça, parce qu'au départ, c'est censé, la promesse, disons, c'est que ça va permettre aux gens de se soigner, d'investir pour devenir moins indépendants, et après tout, ça dépend du choix de chacun. Mais ça permet aussi quand même au mauvais penchant, à l'oisiveté, et au vice de se déployer. Donc ça dépend, on est un peu dans l'ingénierie sociale, et moi j'aime pas trop choisir à la place des autres, mais en tout cas, personnellement, ce n'est pas une solution qui me plaît de premier abord. Et je ne suis pas le seul, en discutant avec Grok de cette problématique, qui est en fait la question du contrat social. Voilà, juste pour info, hein, j'ai eu une grosse discussion avec lui sur si l'IA automatise progressivement via les ordinateurs et ensuite les robots. La majorité des emplois, que va-t-on faire des masses mises au chômage? Et donc c'est toute une discussion en fait sur le nouveau contrat social qui va être établi et qui risque, une fois qu'il sera mis en place, de rester pendant un bon moment. Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour proposer des éléments de réflexion et à mon échelle essayer d'influencer un peu les choses. Donc la question principale, il a tout de suite terminé, hein, c'est la redistribution des richesses. Et c'est là qu'il faut faire attention. Donc une solution souvent évoquée est la mise en place d'un revenu de base universel. Donc là, on est dans la distribution de poissons, pas dans la distribution de cannes à pêche et de barques. Mais à ce stade de la discussion, je ne voyais pas trop d'autres solutions puisque c'est la seule qui est évoquée. Donc là, maintenant, j'en arrive à cette découverte au fil de la discussion. Je lui ai demandé comment les autres pays abordaient la chose, finalement. Parce qu'on n'est pas... Il n'y a pas que la France, il n'y a pas que l'Occident, toute la planète est concernée, hein, d'une certaine manière. Donc je voulais avoir d'autres points de référence. Donc là, il m'a expliqué le contrat social chinois, le Chinese Dream, apparemment. Et c'est cette phrase-là qui m'a beaucoup intéressé. Donc, les Chinois ne parlent pas de revenu universel de base, et Xi Jinping repousse l'État social, n'aime pas l'État social. Pourtant, ils ont bel et bien une politique de prospérité commune, donc de redistribution. Mais plutôt que de redistribuer les fruits de la machine productive, ils redistribuent l'appareil de production, en favorisant l'implantation d'usines, d'entreprises, dans les parties défavorisées. C'est ça leur contrat social. On vous file pas du poisson, on vous file des cannes à pêche. Donc en fait, on pourrait parler d'une sorte non pas de revenu universel de base, mais de capital universel de base. Et s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est ça, c'est cette idée-là. Et ce capital pourrait prendre plusieurs formes. J'ai été très étonné de découvrir que aux Émirats Arabes Unis, c'était le premier pays à proposer à ses citoyens un accès gratuit à ChatGPT+. Donc c'est l'État qui distribue l'accès payant, enfin qui paye pour les gens l'accès à ChatGPT+. Donc il leur donne accès au capital. Il ne donne pas accès aux fruits du capital. Et je trouve ça bien plus intéressant que de distribuer un revenu universel. Parce que effectivement, les inégalités vont découler du fait que certains auront accès aux fonctionnalités payantes et plus puissantes des IA et pas d'autres. Mais là, pour le coup, ça égalise un peu tout le monde, sans partir dans l'infantilisation. Ça va être à chacun d'utiliser à bon escient le capital qu'on lui donne. Ils pourront utiliser ChatGPT pour leur santé, ils pourront l'utiliser pour monter des boîtes, ou ils pourront l'utiliser pour avoir, je sais pas, un ami virtuel, enfin pour perdre leur temps, quoi. Donc là, ça sera au mérite de chacun. C'est équivalent, pour le coup, à une sorte de revenu universel de base de 20 €, mais qui est adossé à un capital. Et donc, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Si vous le dépensez bêtement, bah tant pis pour vous. Alors voilà, si je devais prendre une analogie, ce serait de dire,
finalement, le choix qu'on va nous donner, c'est est-ce que vous voulez que tous les mois, on vous distribue des patates ou est-ce que vous préférez qu'on vous donne un lopin de terre que vous pourrez cultiver? Alors, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Vous pouvez vous dire, ah, ben, si on me file des patates, je vais pouvoir travailler de mon côté pour aller m'acheter mon lopin de terre avec ce que j'aurais économisé sur mes dépenses de bouffe. Donc, si vous êtes souverain, si vous voulez être souverain de votre vie, vous pouvez toujours retomber sur vos pattes. Mais les impacts sociaux ne seront pas les mêmes. Dans un cas, on vous pousse, entre guillemets, on facilite l'oisiveté et la dépendance et l'infantilisation. Et dans l'autre cas, si vous avez votre lopin de terre, bah vous êtes obligé de vous en occuper, si vous voulez qu'il vous rapporte quelque chose. Et de mon point de vue, les sociétés qui vont faire le choix du revenu universel de base vont très vite se retrouver distancées par les sociétés qui feront le choix du capital universel de base. Les Chinois, visiblement, ne veulent pas tomber dans ce piège-là. Donc comprenez-moi bien. Est-ce que le capital universel de base est la meilleure solution pour tous? Je ne sais pas. Pourquoi j'en parle? C'est pour que ça soit sur la table et qu'il n'y ait pas qu'une seule solution. Évidemment, redistribuer du capital, c'est pas aussi simple que redistribuer une somme d'argent à tout le monde. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a pas que le revenu universel de base. Si on veut vraiment redistribuer, il y a en France des expérimentations que j'ai trouvées très intéressantes sur ce qui s'appelle, pour l'instant, sécurité sociale alimentaire. L'idée, c'est plutôt que de redistribuer de l'argent, on pourrait redistribuer des bons d'achat qui ne permettent de se procurer que des aliments. Et si c'était adossé à la carte vitale, en plus, il ne pourrait pas y avoir de marché secondaire du genre je te file mes bons alimentaires pour aller après m'acheter un paquet de clopes. Ça ne servirait qu'à ça. Je vous montre ça pour dire que peut-être qu'on aura un mix de toutes ces solutions, peut-être que non, mais il faut y réfléchir, il faut envisager toutes les possibilités parce que peut-être que dans le lot, il y en aura certaines qui seront avantageuses pour tout le monde. Ou du moins pas au détriment de la grande majorité. Parce que le revenu universel de base, certes, permettra peut-être à beaucoup de monde de s'en sortir, mais il va créer des inégalités de pouvoir qui pourraient se révéler très nocives. Et je précise, sur la question des inégalités, que pour moi, il y a les inégalités bénéfiques et les inégalités nocives. Parce que j'entends partout, il faut lutter contre les inégalités. Oui, certaines inégalités, d'accord. Il faut déjà réfléchir en amont à la question des inégalités et pas partir en mode slogan « les inégalités, c'est le mal », comme on voit souvent de manière implicite dans le débat public. Et j'insiste, on est à un tournant civilisationnel. Les choix collectifs que nous allons faire dans les prochaines années risquent de déterminer pour longtemps la forme que la société va prendre. Et je me rends compte qu'il faudrait que je fasse une vidéo sur la question des inégalités, justement pour éclaircir un petit peu les choses, mais ça sera pour une autre fois. De même que comment on utilise les notions de l'agentivité et du framework spirituel ou métacognitif que je vous propose pour naviguer dans cette situation. Mais j'en terminerai sur cette question donc, du capital universel de base, je l'appelle comme ça, en citant David Shapiro, qui est l'une des personnes qui réfléchit le plus activement à la question donc qu'il appelle de l'économie post-travail, pour lequel il a récemment écrit les 10 commandements, avec lesquels je me sens en grande partie aligné. Qu'est-ce qu'il dit? Très rapidement. L'automatisation est inévitable et, comment dire en français, transformative, va tout bouleverser. L'agentivité économique est le problème principal. L'agentivité économique, c'est ce dont on a parlé tout du long de cette vidéo, en fait. L'agentivité, c'est la capacité à faire des choix. Un agent agit, et pour agir, il faut choisir. Et l'agentivité économique, voilà, c'est ce volet-là, ici, dans mon schéma. Le paradoxe de la demande, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que si les boulots sont automatisés, il n'y a plus de boulot, donc il n'y a plus de demande, puisque les gens n'ont plus les moyens de se payer ce que les machines vont produire. Donc il faut repenser les métriques. Bon, là, je passe rapidement là-dessus. Le PIB, tout ça, ne suffiront pas. Le revenu universel de base peut aider, mais n'est pas suffisant. Alors, lui, il dit, ça peut aider comme un filet de sécurité. Et ça, c'est pas mal, je trouve. C'est pour ça que je dis que je me méfie du revenu universel de base, mais d'un autre côté, voilà, je trouve qu'on ne peut pas l'évacuer totalement de la question, et cette idée de filet de sécurité, c'est pas mal aussi. Donc pourquoi pas? La propriété est le nouveau revenu. Voilà, là, ce qu'il dit, dans le point 6, c'est exactement ce que je vous ai dit tout au long de cette vidéo. Le capital universel de base, c'est ça. L'idée, c'est, finalement, de devenir tous rentiers. Si nous possédons tous, en propre, un robot, nous pouvons le faire travailler pour nous. L'idée, ce serait, idéalement, entre guillemets, c'est, oui, je suis parti au chômage, mais pas vraiment, en fait. C'est juste que j'ai gardé mon emploi, mais je le fais faire par un robot. C'est pas la même chose que
je ne sais pas qui possède le robot me pique mon boulot avec ce robot. Vous voyez l'idée? Mais attention, dans l'imaginaire des gens, être rentier, c'est fun. On passe son temps en vacances à siroter des cocktails au bord de la plage ou avec ses amis. Enfin bref, peu importe. Les gens voient ça comme du loisir, mais être rentier, c'est pas ça. Être rentier, c'est s'occuper de son capital, c'est faire fructifier son capital. Et je suis tombé sur cette vidéo, un peu par hasard dans mes recherches, d'une personne qui, après 20 ans, témoigne du mensonge de la liberté financière. Alors, pour ma part, je suis en partie d'accord et pas d'accord avec ce qu'il dit. C'est-à-dire que pour moi, il confond liberté financière et sécurité financière dans sa vidéo. Mais peu importe. La liberté financière, pour moi, n'est qu'une étape vers la souveraineté financière. Et là, c'est vrai que la liberté financière seule peut être un piège. Et je vous mets cet extrait pour que vous compreniez bien que être rentier en France, c'est mal vu parce que c'est vu comme des héritiers qui glandent rien et qui profitent de leur rente. Bon, dans la pratique, ceux qui font ça perdent très vite leur fortune. Ça ne dure pas d'une génération à l'autre. Mais passons, je vais vous mettre l'extrait pour que les choses soient claires. Quand je parle de capital universel de base, je n'essaie pas de vous vendre du rêve. J'ai bien conscience que beaucoup se contenteront du revenu universel de base. Mais pour ceux qui veulent conserver et cultiver leur souveraineté, c'est bien vers là qu'il faut aller, selon moi. Grande illusion en fait qu'il y a dans le domaine de l'indépendance financière, c'est que on fait croire aux gens qu'un jour, ils n'auront plus besoin de penser à l'argent. Le jour où, ça y est, en fait, t'as atteint ton chiffre magique, le chiffre magique qui te permet de vivre sans travailler, eh bien, t'auras plus jamais à penser à l'argent, en fait. Voilà, tu pourras penser à ton potager, tu pourras penser à tes voyages, tu pourras penser à ta famille, tu pourras penser à ce qui te fait plaisir toi, mais l'argent, ça sera réglé. Mais dans les faits, c'est l'inverse qui se produit. Beaucoup de gens qui sont devenus rentiers pensent à l'argent bien plus que des personnes qui travaillent. Et ce qui est rigolo quand on prend un peu de recul, c'est que si on vise le but, si vraiment le but c'était ça, c'était de plus jamais avoir besoin de penser à l'argent, eh bien on prendrait probablement le problème en sens inverse, c'est-à-dire que moi dans les gens que je vois sur le web et ailleurs qui pensent le plus à l'argent, qui sont obsédés par l'argent, qui sont complètement anxieux avec l'argent, il y a quoi? Il y a des rentiers, parce que quand on est rentier, bah forcément on vit de ses rentes, hein, comme le nom l'indique, et quand on vit de ses rentes, on vit dans la peur que bah, nos investissements baissent en valeur, on va checker son portefeuille tous les jours, c'est le drame total. Si tu as abandonné ton travail, tu as mis la clé sous la porte si tu avais une entreprise, ou tu as claqué la porte si tu étais salarié, tu n'as plus que tes investissements finalement pour vivre. Peut-être que toi, tu es devenu rentier bah, au moment même où tu avais juste dépassé le palier du montant qui te permet de gagner ta vie. Bon, bah voilà, si le truc il baisse, t'es en panique totale. Bon, voilà, vous avez compris l'idée. Je pense qu'il exagère un peu. Ça existe, évidemment, ce qu'il raconte. Mais ça porte un nom, et ça s'appelle la responsabilité. Et oui, c'est une charge. C'est exactement comme créer une entreprise, comme faire des enfants, et bien d'autres choses. Il faut savoir le faire et savoir pourquoi on le fait. Mais de l'autre côté, le salarié subit plus. Donc, par moment, il est bien obligé d'aller se lancer dans des luttes sociales. Donc, il y a aucun système qui est totalement confortable. C'est à chacun de savoir ce qu'il veut. Et en l'occurrence, pour savoir ce qu'on veut, il faut avoir du choix. C'était l'objectif de cette vidéo, de vous montrer qu'il y a d'autres choix que le revenu universel de base. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et à mettre la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Je compte aborder d'autres sous-problématiques. Cette question de la transition vers le monde digital, le monde des IA, j'appelle ça le digitocène. Comment penser cette transition? Bon, c'est un peu pompeux de dire ça, surtout que je ne suis pas philosophe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pratique. Mais il n'empêche que comme je ne vois pas les outils intellectuels dans la sphère publique, eh bien, je me forge les miens, je suis mon propre souverain et je les partage avec vous pour que ça puisse vous profiter aussi. Voilà, on reparlera des autres sujets, notamment l'effet Colt, dont je suis très fier, puisque c'est moi qui l'ai découvert, celui-ci, et qui est une clé de compréhension de la période qui s'annonce, qui me semble très important.